saucisses, où sont les fers, les pâtés de serre, qu'on ripaille à plein ventre, pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Bienvenue pour une vidéo qui n'est pas tout à fait conventionnelle sur ma chaîne. Vous l'avez compris, je suis sur le chemin de Négras. Le chemin de Négras, qu'est-ce que c'est? C'est le chemin de la discorde. Ici, à Montjoie, dans ce petit village, il se passe des choses terribles. Je voulais un petit peu teaser, pour utiliser un anglicisme. D'ailleurs, aujourd'hui, on va en parler des Anglais. Je vous en ai déjà un petit peu parlé au préalable. Le village de Montjoie se dispute entre le paysan, le maire corrompu et le lord anglais. Le lord anglais tout puissant, riche, qui corrompt un maire, qui empêche un paysan de faire son travail. C'est de la merde, je vais l'exploser ton panneau. Seule chose qui a dévié, c'est ta sexualité. J'étais au Liban, la Syrie, l'Irak, l'Albanie, le Monténégro, Croatie, le Kosovo. Ce que je demande, accéder chez moi et bosser. Je demande pas de rien, je demande juste de... Tu demandes à travailler. Je demande la justice. Le village de Montjoie n'est pas n'importe quelle ville. Montjoie a été fondé par Alphonse de Poitiers. Alors, qui est Alphonse de Poitiers? Je sais que vous ne le savez pas parce que vous êtes sur Netflix et Disney+ toute la journée en train de regarder des merdes. Moi aussi, mais c'est pour regarder Predator, donc ça compte pas. Donc vous ne savez pas qui est Alphonse de Poitiers, je vais vous expliquer qui est Alphonse de Poitiers. Alphonse de Poitiers, c'est le frère de Saint-Louis. Saint-Louis, le roi de France, il avait un frère qui s'appelle Alphonse de Poitiers. Et Alphonse de Poitiers, il est venu fonder Montjoie au milieu du XIIIe siècle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour Montjoie. Montjoie, c'est une bastide médiévale qui va y compris connaître des combats pendant la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans contre qui? Contre les Anglais. Et qui essaie de faire la loi aujourd'hui à Montjoie? Un Anglais. Est-ce qu'on va laisser faire ça? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de chevaliers français qui sont morts pendant la guerre de 100 ans et qu'on serait de véritables fils de pute si on laissait un lord anglais venir, après tous ces sacrifices, nous expliquer comment ça fonctionne ici. Ici, c'est l'Occitanie, avant d'être la France. Et en Occitanie, gros, les Anglais, qu'est-ce qui se passe? C'est du gibier, d'accord? On a plus de mansuétude pour les sangliers que pour les Anglais. Vous allez m'accompagner et je vais vous montrer le chemin. Vous allez rencontrer Pierre, le paysan qui essaie tout simplement de faire son métier qu'on fait depuis des milliers d'années en France, c'est-à-dire éleveur, agriculteur. Voilà, c'est la seule chose que lui demande, c'est à pouvoir faire son boulot et on ne le laisse pas pour des raisons en fait tout simplement de clientélisme. Vous allez partir avec moi, donc je vais vous montrer ce chemin-là, je vais vous montrer les deux chemins et vous allez vous rendre compte par vos yeux d'à quel point on vit une aberration totale. C'est parti. Va aussi me suivre dans cette aventure Jordi qui depuis son bureau pourra en fait agrémenter notre reportage avec des informations, des documents et des réflexions, pourra rebondir sur ce qui est dit pour un peu vous éclaircir par rapport à certaines choses qui sont un peu techniques. Voilà. Jordi, est-ce que tu me reçois? Alors ouais Hugo, je te reçois 5 sur 5, effectivement. Mon rôle va être, dans le cadre des respects des conventions de Genève, que j'adore personnellement, mon rôle va être d'expliquer un peu la situation pour que vous puissiez vous y retrouver, d'y apporter un œil un peu journalistique. Je vais être en quelque sorte la boussole dans ce flot d'injustice et de punchline. Alors oui, vous allez me dire, mais attends, pourquoi toi t'aurais pu demander à Usul par exemple? Il est aussi journaliste. Alors oui, mais il s'avère que Usul a refusé tout simplement de le faire. On pensait qu'il s'occupait un peu des paysans. Ça n'est pas le cas, il botte en touche et c'est la seule fois qu'il fait du sport de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des bruits qu'on n'a pas entendus depuis la préhistoire en fait? Est-ce que c'est des bruits du tertiaire? Est-ce que les mecs à la Défense qui font des trottinettes là, quand ils arrivent au bureau, ils ont ces odeurs? Est-ce qu'ils ont ces sensations? Est-ce qu'il y a des porcs de 300 kilos qui sont en train de se gaver de farine? Non, en fait, non. Il y a deux mondes. Il y a les porcs de 100 kilos qui se gavent de farine et il y a les cucks qui mangent des graines. Ils sont à Paris, ils mangent des graines, c'est ça leur régime alimentaire en fait. Ça c'est la vraie France. Là, ça respire la France. Là, ça respire le terroir. Quand je respire ça, là, je sens tout là. Saint-Louis, Napoléon, Belmondo, il y a tout là. C'est un condensé là. Regardez ça, regardez ça. Ils sont tellement à l'ancienne qu'ils sont laineux les machins. Ils n'ont pas encore choisi si c'était des cochons ou si c'était des mammouths ces fils de pute. C'est-à-dire qu'en fait il y avait de la place pour être un mammouth. Ils sont déguisés en mammouth mais en fait c'est des cochons qu'on les types. Ils ont des pulls, on comprend pas là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des mecs de Cro-Magnon qui vont arriver avec des lances? Ils vont les chasser et ça va nous faire du sauciflard, du néolithique. Ça va nous faire un sauciflard. Les gars, il est temps de vous présenter le paysan. Le lord, on le rencontrera certainement pas puisque il refuse d'ouvrir la porte quand on sonne, en même temps avec les dégaines qu'on a. Je peux comprendre. Par contre, le paysan, il est à côté de moi. Alors, je suis pas montreur d'ours. C'est juste que mon ami est vraiment surdimensionné et j'ai pas l'habitude. Moi, je suis déjà très grand. J'ai pas l'habitude de regarder des mecs plus grands que moi. J'en croise vraiment très peu. Donc là, on est vraiment sur du paysan français certifié. Pierre, comment ça va? Ça va, impeccable. Bon. Merci à toi d'être venu.
Normal, écoute, je l'avais promis, il faut savoir qu'on est amis, on se connaît, on s'est connus il y a 4 ans à peu près, donc tu étais déjà en train de vivre cette histoire. Pour être honnête avec vous, je ne m'y étais pas penché parce qu'en fait, il était dans les voies légales, mais le fait qu'on se permette de menacer ou qu'on tente d'assassiner un paysan en France, ça c'est hors de question. Il y en a suffisamment qui se suicident par jour pour qu'en plus on se rajoute des choses comme ça. Alors Pierre, écoute, présente-toi en fait, ça fait combien de temps que tu es éleveur? Parle-nous un peu de ton métier, de ta réalité quoi. Je suis éleveur de porc, donc j'élève du Mangalica ou cochon laineux en français. C'est une race très haut de gamme, un peu comme l'ibérique, chère à ton cœur. Et donc voilà, je travaille en bio, dans les bois, sans bâtiment. Donc tu achètes un petit bois. On te dit qu'il y a un chemin pour y parvenir, que tu pourras l'utiliser. Il faut savoir que c'est un chemin qui permet, en fait, ton exploitation, elle demande à ce qu'il y ait des camions de temps en temps qui fassent des rotations pour le matériel, qu'un tracteur puisse passer, c'est ça grosso modo. Exactement, et puis pour construire aussi. Et donc ce chemin, qui est un chemin communal, qui n'était pas un chemin privé, passe à côté de la propriété d'un lord anglais qui a énormément d'argent. Donc c'est un très très gros poisson, très très fortuné, et en fait, on doute, on a presque les preuves, qu'il y aurait, je parle de conditionnel, des petits arrangements pour qu'un chemin communal devienne, par le truchement de décisions administratives tout à fait discutables, un chemin privé. Et ce chemin, je te propose d'aller le voir et de détailler un petit peu tout ce qui ne va pas. Allons-y. Allez, c'est parti. J'interviens dès à présent pour vous faire une brève présentation de Pierre-Guillaume Mercadal. Alors, c'est un roc, hein. C'est une pierre le mec, c'est un jeune occitan à qui on a évidemment donné trop de soupe lorsqu'il était petit puisqu'il fait littéralement 4 mètres et Hugo a l'air d'un jockey à côté. Après avoir été videur pendant plus de 10 ans, il décide de vivre de sa passion, l'élevage. En l'occurrence, un élevage de coquerelles, de cochons. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit coquerelles? Regardez-moi ce petit cochon. Est-ce qu'il n'est pas dominant là? Regardez-le. Il est en train de lutter pour sa survie. Est-ce que ça va pas faire un saucisson d'exception ça? Regarde-le. Est-ce que c'est un cochon qui a pas de couilles? Il joue où lui? Il joue devant en fait. C'est pas un ailier. C'est pas un peintre. C'est pas un maire. C'est un gros cochon français. Regardez ça. Régale-toi. Comment on va l'appeler? Je sais comment on va l'appeler. On va l'appeler Daniel. Ça va Daniel? Allez, régale-toi. Nous voilà donc sur le chemin de la discorde. Quand vous arrivez de cette route, c'est-à-dire quand un livreur arrive de cette route, ce qu'il voit, c'est ce qu'il y a derrière moi. Ça, c'est le chemin communal. Alors, on ne dirait pas un chemin communal, pourquoi? Parce que sur le côté, le maire a fait installer un panneau, arbitrairement, qui explique que la route est barrée. Soi-disant, est-ce que tu peux nous dire la raison, soi-disant pour? Apparemment, c'est dangereux. Et apparemment, les véhicules ne peuvent pas s'y croiser. Alors que c'est vrai que là, sur l'autre, les véhicules peuvent drôlement se croiser. Et le chemin de substitution qui est proposé par la mairie, c'est celui-là que vous voyez en descendant. C'est un chemin donc, qui est accidenté, qui est mal balisé. On ira y faire un tour tout à l'heure, vous verrez, c'est absolument impossible déjà que 2 véhicules s'y croisent et il est bien plus accidenté que le chemin communal qu'on va emprunter maintenant, qui a toujours existé, qui en fait a cette particularité de jouxter la maison du lord. Et le lord, ça lui va pas qu'un paysan passe sur ce chemin pour aller jusqu'à sa propriété. Alors, il est passé par le maire pour le faire. Hugo va quand même pas aller voir le maire pour le confronter. Ce serait abusé. Hein Hugo, tu vas pas faire ça. Les gars, on est au centre de Montjoie, on va aller essayer de confronter le maire, de discuter avec Pierre. On a quelques questions à lui poser. Fais pas cette tête, on dirait que tu vas l'assommer. On va juste aller lui parler pacifiquement, on va voir s'il accepte de répondre à notre question. La mairie est juste là. On a vu des voitures partir parce qu'en fait, il se fait prévenir, il n'a pas trop envie de nous craser. Donc on va voir s'il accepte de nous recevoir. Allez, on y va. Bonjour, bonjour monsieur. Je viens dans le cadre d'un reportage, justement, voilà, pour parler du contentieux qui vous oppose à monsieur Mercadal et je voulais savoir si vous acceptiez de faire une interview pour répondre à quelques questions. Contentieux, moi j'en ai pas. En tout cas, du problème qui vous occupe, donc juste il y a quelques questions, ça, il y a eu 6 questions à poser. Oui, il y a quelques questions, oui. Voilà, si vous acceptez de nous répondre. Non, pas aujourd'hui. D'accord. On va prendre rendez-vous. D'accord. Voici un dernier indice très important et pas très appétissant. Un tas de crottes qui nous confirme que la fouine habite ce grenier et qu'elle a dû
comme d'habitude, se cachait quelque part sous un tas de débris et de vieilles planches. Pour prendre rendez-vous. Et alors je voulais savoir, bon, étant donné que pour je sais pas combien de milliers d'euros on peut faire fermer un chemin communal, combien ça coûte d'avoir un rendez-vous? Vous m'envoyez un rendez-vous, vous téléphonez, vous envoyez un email, vous faites un courrier. À leur âge, elles n'ont pas encore appris à se méfier de l'homme et elles passent leur temps à dormir et à jouer entre frères et sœurs. Téléphonez, vous envoyez un email. C'est quoi le tarif pour avoir un rendez-vous? Parce que là, on est passé à plusieurs reprises. Déjà par téléphone, j'ai pas réussi à avoir de rendez-vous. Là, je me déplace, pas de rendez-vous non plus. On a appelé la mairie, on est venu et vous étiez occupé tout le temps. À quelques pas de là, d'autres empreintes un peu plus grosses prouvent aux habitués qu'une fouine est passée par là. Vous avez eu un appel? Pour prendre rendez-vous? Vous n'avez pas eu d'appel. Alors combien ça coûte qu'on nous réponde au téléphone? C'est une question de job. Je voudrais bien proposer qu'il vous offre un jambon pour nous recevoir, mais il ne peut pas en fabriquer parce qu'il ne peut pas travailler. Comme les camions de livraison n'arrivent pas jusqu'à chez lui. Voilà. Vous voulez pas répondre aux questions? Bon, eh bien très bien. Merci beaucoup, on aura essayé, en tout cas poliment. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, comme vous le voyez, le maire ne veut pas répondre à nos questions. On va donc interroger un habitant de Montjoie qui a quelques petites choses à nous révéler. Et apparemment, c'est pas très joli sur les financements de la commune. Il y a une rétention d'informations, on en est assuré, sur les dépenses, les recettes. Il n'y a absolument aucun retour, il n'y a pas de document qui vous explique quel argent, comment l'argent est dépensé, il n'y a aucun compte qui est rendu. Stop secret. Et pour vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a un endettement aussi faramineux pour un tout petit village? Parce que des dépenses dispendieuses, des dépenses pharaoniques, si vous voulez, disons, qui ne sont pas du tout à la hauteur de la commune. D'accord. Une salle des fêtes qui a coûté plus d'1 million, si vous voulez, sinon plus, sans compter tous les équipements. D'accord. Un gîte communal, bon, pareil, c'est le même ordre d'idée, si vous voulez. Par rapport à ce qui a été dit au niveau de la maison des associations, monsieur le maire a mis officiellement en location pour du locatif la maison des associations au début de l'été. Je l'ai topé là-dessus par recommandé. Il l'a retiré. Il faut savoir qu'il l'avait mis sous son compte Le Bon Coin personnel au nom d'Urgal, créé en 2014. Donc même si j'avais voulu falsifier, il aurait fallu que je crée un nom comme ça en 2014. Donc attends, c'est des installations de la mairie qui servent à louer, c'est un Airbnb, une espèce de... Non, c'était pour louer pour de l'habitation, pour que des gens vivent dedans. D'accord. Et donc, ça vient dans les poches... Attends, excuse-moi, ça vient dans les poches de qui? Ah ça, bon, j'ose espérer que ce serait allé dans les poches de la mairie, mais je n'en sais rien. En tout cas, c'était mis sur Le Bon Coin avec son compte personnel. J'en ai des screenshots, hein, si jamais il veut me poursuivre. J'ai les copies de page d'écran. Voilà. Ouais. Et du coup, je lui ai demandé des documents par rapport à ça, mais comme je lui ai demandé les financements des associations, je lui ai demandé les comptes de la commune, par recommandé, j'ai fait ça X fois. C'est impossible d'avoir le moindre document. Il fait toujours de la rétention d'informations. Voilà. Le reste, on en parlera plus tard. J'ai juste une question. Est-ce qu'on a affaire à ce qu'on pourrait appeler une énorme fripouille? Je pense que c'est un grand coquin. Qu'est-ce qu'on a au sol? Alors, au sol, je vais vous expliquer ce qu'on a au sol. Au sol, on a un truc que moi, en fait, si je vais sur une autoroute Vinci et que je mets 2 putains de portails et que je dis, ouais, j'ai un kilt, donc j'ai pas de slip, donc mes 2 grosses couilles, je les mets sur les yeux de la France, et que la France, ça dit rien, c'est exactement la même chose. Ça, c'est un chemin communal. Et le mec, il a mis un portail de manière complètement illégale. Cette colonne, elle a un petit peu bougé. Alors, Pierre, est-ce que tu peux me confirmer que tu n'as rien à voir dans le fait que cette colonne est penchée? Absolument. S'il y a un seul responsable, c'est le maire qui refuse de les enlever. Et du coup, quand des engins doivent rentrer, doivent venir chez moi, ben, ça coince. Et apparemment, une fois, ça a coincé avec un livreur. D'accord, ok, donc toi, tu n'as rien à voir. Hein. Rien à voir avec ça. Bien entendu, il n'a rien à voir avec ça. La colonne est penchée, il y est pour rien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces colonnes au niveau légal? Il faut savoir que ces colonnes, le mur en pierre sèche, tout ça, ça a l'air vieux. En fait, c'est des choses qui ont été construites très récemment, sans aucune autorisation, sans aucun permis. De toute façon, c'est illégal de construire directement sur un chemin. Et j'ai dû me battre à plusieurs reprises contre la mairie au tribunal pour faire enlever la caméra de sécurité qu'il y avait là et le portail, sachant que depuis 4 ans, la mairie refuse de faire enlever les colonnes. Et que la mairie donc, est allée contre moi au tribunal et en cassation pour remettre un portail privé sur un chemin public. C'est du jamais vu. Et donc ils ont perdu à chaque fois, bien sûr. Ah, ils ont perdu et pourtant le portail a été enlevé mais les colonnes restent. Comment tu l'expliques ça? Parce que j'avais porté plainte pour le portail.
D'accord. Je n'avais pas poursuivi pour les colonnes. Ça me redemanderait de faire un procès, ce qui coûte des sous. Et la mairie jouera jusqu'au bout. Je sais que je gagnerai si je fais ce procès, mais ça fait des années que je demande par recommander au maire de les enlever et qu'il refuse, tout simplement. Well. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, ça c'est une route. Et le gonze nous met donc cette colonne qu'il n'a pas le droit de foutre. Il continue un mur pour faire comme si c'était un portail. Et il met sa putain de boîte aux lettres. C'est en fait le mec, il se lève un matin, il fait « Oh, sure Lord, je vais enculer la France. I take the France and I sodomize it, you know, sodomize. We lost the fucking war of 100 ans, but now I put my domination on the French peasant. » Eh ben non, fils de pute, d'accord? Les paysans, ils se rebellent, d'accord? Ta boîte aux lettres, tu vas te la mettre au fond de l'oignon, d'accord? Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans soi-disant ton domaine, parce que ce chemin, gros, il appartient pas à l'Angleterre, il n'a pas des taches de rousseur, il n'est pas consanguin, il fume pas des clopes, d'accord? Il boit pas de la Bombardier à 13 degrés, c'est pas un fils de pute, d'accord? Il a une gastronomie, ce chemin. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un siècle où il y a des mecs qui ont des dimensions d'ours, d'accord? Ils font des métiers d'ours, c'est des gros Français, et ils doivent dire oui, bonjour, s'il vous plaît, recommander, et faire plein de trucs qui n'ont rien à voir avec l'hétérosexualité pour faire reconnaître simplement la justice. Alors qu'à une certaine époque, notamment à celle d'Alphonse de Poitiers, la justice, pour la faire reconnaître sur un anglais, elle était très simple. Il fallait un certain nombre de joules et un instrument dans la main droite qui fasse environ 50 cm, finissant par une espèce de masse en acier, avec des picots dessus. Mon but, c'est d'essayer, vu que je suis grand et solide, de me faire passer pour un violent, pour un méchant, et de tenter par tous les moyens de porter plainte, de faire des trucs ridicules qui marchent jamais. Et on est allé là jusqu'au procès pour séquestration parce que je me suis assis sur une chaise, alors qu'on me refusait des documents, un accusé de réception. Alors je traduis. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une époque de fouine. La fouine, c'est une fouine. Donc qu'est-ce qu'elle fait pour te faire du mal? Elle fouine. Elle va pas te mettre une tarte, d'accord? Elle fait une fouine, ça pèse combien? 500 grammes. Bon, une fouine, ça fait 500 grammes. La fouine, elle va pas aller mettre une tarte à l'ours. Non. La fouine, elle fabrique des lois de fouine pour se protéger en tant que fouine. Et après, dès que l'ours vient à la mairie de la fouine, parce que bizarrement, toutes les mairies sont occupées par des fouines, elles ne sont plus occupées par des ours, ok? Et qui dit bonjour, est-ce que je pourrais avoir justice? Qu'est-ce qu'elle utilise, la fouine? La loi, je te parle, la justice ou la loi des fouines? La loi des fouines. Et en fait, dès que tu fais, parce que c'est ça qu'il faut expliquer, dès que tu fais des trucs à l'ancienne, c'est-à-dire aller serrer la main, dire voilà, il y a ça comme problème. Parce que toi, au final, qu'est-ce que tu veux? Tu veux travailler simplement, tu vois. C'est tout ce que je demande, accéder chez moi et bosser. Je ne demande pas de rien, je demande juste de... Tu demandes à travailler. Je demande la justice. Donc en fait, tu arrives, tu dis, bon, je sais qu'il y a 300 000 clandos à qui il faut fournir la ME chaque année. Je voudrais juste travailler pour payer vos putains d'impôts pour que ce pays soit encore plus de la merde. Est-ce que c'est possible de travailler? Et les mecs te disent non. Et en fait, ton seul recours, c'est de passer par leur loi de fouine. Et c'est en train de te rendre fou. C'est ça, puis c'est surtout que ça m'étrangle parce que financièrement... j'ai pas les moyens, je suis pas patron d'une multinationale comme l'anglais, j'ai pas le maire qui se moque de moi en me disant de toute façon vous pouvez faire tous les procès que vous voulez, c'est pas moi qui paye. Ouais. Voilà. Nous voilà quelques mètres après le portail, on tombe sur ce panneau, route barrée, avec à côté un autre panneau de décision administrative de la mairie. Pierre, ça rime à quoi tout ça? Absolument à rien. Si ça existe, si le panneau est à cet emplacement, c'est pour permettre aux Anglais d'accéder à leur parking. D'accord. Après, en fait, le seul à emprunter ce qui reste, c'est moi pour accéder à mon exploitation, sachant qu'après, le chemin s'arrête. Donc ça, c'est juste pour te pénaliser à toi? C'est juste pour m'emmerder à moi. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, donc, sur notre gauche, il y a un terrain de tennis qui a été construit avec pas plus d'autorisation que les colonnes, les murs, etc. Le maire s'en fout complètement. Par contre, le maire me fait un procès à moi quand je m'installe avec son autorisation, chez moi avec un mobil-home, et me poursuit au tribunal pour ça, à partir du moment où l'anglais lui demande de me poursuivre. Eux, pourquoi ça leur pose problème? Parce qu'ils ont fermé, ils ont mis le portail, et ils louent en fait, via une société, et tout ça, j'ai toutes les preuves qu'il faut là-dessus, 8 500 € la semaine, 4 mois par an. Pas besoin, tu vois, les chiffres dont on parle, c'est énorme. Et en plus, tout passe par l'Angleterre, donc ils paient 0 € d'impôt en France. Donc à partir du moment où ils doivent enlever le portail et où il y a un paysan qui passe, c'est plus privé pareil. Donc ça justifie plus le même prix. D'autant que ça peut être soit des familles qui débarquent à une dizaine, soit, et ça j'en ai été directement témoin, et mes voisins aussi d'ailleurs, 3-4 mecs qui viennent passer une semaine avec une dizaine de gonzesses de 18-25 ans. En fait, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un mec qui fasse ce qu'on fait partout ailleurs, parce qu'on est vraiment, là on est au cœur du Tarn-et-Garonne, quoi. Tu fais de l'exploitation agricole, je veux dire comme 99% de ce qui nous entoure ici. Exactement. Et en fait, les mecs, quoi, ils supportent pas, enfin, ils ferment ce chemin parce que tu fais ce boulot-là. Mais en fait, c'est quoi? Donc, si demain je veux ouvrir, je sais pas moi, un aqualudia, là, tu vois, je sais pas comment on appelle ça, un aqualand, même par une chicha, tu vois, je veux ouvrir une chicha. Je fous un portail, si j'ai suffisamment de pognon, le maire il se couche, tout le monde ferme sa gueule. Le maire, ça lui pose aucun problème. Quel est l'élément
qui peut faire que tout d'un coup, le maire tend plus l'oreille à quelque chose qu'à autre chose. Peut-être que c'est la chance, le hasard, le bol, le pot, je ne sais pas. Peut-être que sous la table, il y a des choses qui transitent. Peut-être. Après, on ne peut rien Voilà. affirmer, mais c'est la seule explication cohérente. Et là, je me permets d'intervenir très rapidement pour mettre un peu de perspective dans le récit. Est-ce que cet arrivage massif d'anglais et d'expropriation est fréquent? Eh ben, Jamy, oui. D'ailleurs, ça va coïncider avec une arrivée massive de ressortissants anglais dans les années 2000. Et on retrouve un peu la même configuration observée dans cette affaire, puisque en 2016, la plupart des Anglais qui s'installent et qui viennent dans les zones rurales, ils y viennent pour y passer leur retraite. Cela représente donc 53 000 Anglais actuellement. Aujourd'hui, l'exode rural en France s'accompagne donc d'une forte implantation de riches retraités anglais. Et intervient de suite le propriétaire de la maison, Roderick John Sinclair, un Anglais. Il dirige Hybrid Air Vehicle. Il a des propriétés dans l'ensemble du Commonwealth. Son gendre n'est autre qu'un certain Robner, issu d'une famille de barons anglais et ex-petit ami de Kate Middleton. Rien que ça. Nous voilà à la fin du chemin. Donc vous voyez, juste derrière moi, il y a eu 2 éventrations du sol pour vraiment empêcher tout véhicule de passer. Et là, vous voyez le dispositif qu'il y a ici. C'est un dispositif qui a été posé. Donc en face de moi, il y a la ferme de Pierre. Et en fait, Pierre, quand il sort de la ferme, il ne peut pas emprunter ce chemin qui est le chemin normal, qui a été éventré et qui a été bouché. Et on lui marque déviation. Et le chemin qui est à côté, je vais vous le montrer, c'est une catastrophe. Il ne peut pas se faire livrer, il ne peut pas faire passer de camion. Au niveau du fait que ça a été bloqué ici, légalement, qu'est-ce qui se passe? Légalement, c'est un arrêté municipal, mais bon, c'est la 3e fois que le maire joue à ça. Double éventration dans un chemin communal fait par un élu, je pense que c'est du jamais vu. Sachant qu'il l'avait déjà fait une fois, il y a 2 ans, il s'est fait allumer par l'ancienne sous-préfète, il a rebouché, il a enlevé son arrêté, ses barrières. Donc ce dispositif, il est là pour rien d'autre que t'empêcher de travailler. C'est clairement un truc qui est ciblé contre toi. Là, sur ce chemin, il n'y a que toi qui habites. Tout à fait, c'est uniquement pour m'emmerder et pour empêcher quiconque de passer pendant que l'anglais est là ou fait des locations. Il faut savoir que cet arrêté a été pris le jour de l'arrivée des locataires des Anglais au mois d'août. C'est quand même très drôle. Jusque-là, ça ne le gênait pas, mais à partir du moment où il y a des locataires et les Anglais qui viennent, on ferme le chemin. Donc il veut la tranquillité de la campagne, les bons côtés de la campagne, sans les campagnards en fait. Voilà, exactement. D'accord, donc en fait, s'il pouvait te lâcher du napalm sur tous les fils de pute qui ont l'outrecuidance de travailler sur cette terre, en fait, il le ferait. Ce serait fait. Voilà, juste pour aller à sa piscine de merde Exactement. et oublier qu'en Angleterre, il pleut tout le monde et que tout le monde encule sa cousine. Tout à fait. C'est fabuleux, c'est un projet génial ça. Alors, moi, ce que je vous demande de retenir, voilà, je suis persuadé que vous tous, vous avez des problèmes dans vos vies. Chaque fois que vous adressez à l'État, il y a des fins de non-recevoir, tout le monde s'en bat les couilles. Je sais que ça, c'est un truc qui est partagé en France, on vit tous ça. Regardez tout ce qui est mis en place à la demande d'un mec qui est un étranger et qui est là une fois par an. Pour emmerder un paysan qui travaille toute l'année, qui fournit l'argent à ce pays et qui fait tourner ce pays. Voilà. Le pays réel, c'est les paysans. C'est pas les mecs de la ville qui viennent une fois par an dans le Tarn-et-Garonne. Et ça, je sais que c'est un truc généralisé en France. Et ça, c'est une honte, c'est la matérialisation de la honte et de la corruption de nos élus. C'est-à-dire qu'il y aurait des arrangements sous la table, et ça finit avec des trucs aussi ridicules que ça, pour empêcher un type de travailler. Voilà. Donc, le maire de Montjoie, peintre, qu'est-ce qu'il fait là? Du branlisme, il doit faire, non? Il fait du branlisme, voilà. Il signe les tableaux, Christian Ergal de Montjoie, se faisant passer pour un noble, un mec du coin, alors que c'est un Normand, voilà. Et qu'il n'est pas noble. On n'a rien contre les Normands, grosse bise aux Normands. Mais oui, il n'est pas de Montjoie, il se fait appeler de Montjoie. Le branlisme, pour vous expliquer, c'est entre le cubisme et le fils de putisme. C'est un style de peinture, en fait, il faut vraiment être une énorme merde pour en peindre. Voilà. Donc, je ne sais pas si on verra une expo. Faudra qu'on se déplace, faudra qu'on revienne à Montjoie pour voir les expositions du maire. Mais à part peindre des tableaux, faire des merdes comme ça pour empêcher les paysans de travailler, il n'y a rien à attendre de ce type, quoi. Je vais te demander, Jordi, s'il te plaît, de nous faire une petite présentation de ce maire, une petite présentation de toutes les carabistouilles qu'il nous fait. À toi. Alors oui, concernant ce qui a été dit sur le maire, qu'on appellera ici la grande salope, je plaisante, on l'appellera juste la petite salope, je plaisante, on l'appellera juste pas. Lui, à la base, il s'appelle la grue. Non, pas cette grue-là. Non, pas cette grue-là non plus. Voilà, cette grue. Alors à la base, Christian, c'est un petit bobo qui s'est découvert une passion pour le dessin. Je vous mets des exemples de ce qu'il a pu produire ici.
Et c'est pas beau. On dirait des peintures d'un attardé mental sous Xanax, mais passons, on va pas juger les œuvres d'un artiste. Passons aussi sur la cocarde qu'il porte illégalement sur sa voiture jusqu'à son retrait en 2022 pour un excès de vitesse de 60 km/h, hein, c'est pas mal. Ah, ça s'est pas passé comme j'imaginais. Alors, cet Urgal est un mafieux notoire. Par exemple, il signe ses œuvres Christian Urgal de Montjoie. Rappelons qu'il n'est ni noble et ni de Montjoie. Qui est fait menteur? Si tu es fier de ta famille, pourquoi ne portes-tu pas ton vrai nom? Quel est l'effroyable secret que tu caches? Un ogre? Une sorcière? Un bouilleur d'enfants? Non mais lâchez-moi, sale nazi! Quant à monsieur, s'il n'est pas capable de comprendre qu'il vaut mieux s'appeler Christian Urgal de Montjoie. Chaque couille, mais qui prennent de la juvamine! Aussi, pendant son mandat 2014-2020, il va investir 2,5 millions d'euros dans des infrastructures, donc salles des fêtes, espaces d'exposition et autres absurdités pour une ville de 150 habitants. Il va même jusqu'à payer, et ça c'est très important que vous le reteniez, il va payer sa femme pour une exposition où il expose, je vous le donne en mille, ses propres tableaux. Il paye donc sa femme avec des subventions du Conseil général et de la communauté des communes, dirigée par un certain Bailey. Sa femme est évidemment payée par le contribuable pour vendre les tableaux de son mari, le serpent se mord la queue et c'est génial. Alors évidemment, avec ce genre de corruption à la tête d'une toute petite commune, les finances ne sont pas au top, ce qui explique que la commune soit la plus endettée et de loin du département. Alors, vous allez me dire, avec tout ça, il mérite quand même la Légion d'honneur, cet enculé. Eh ben oui. Et oui, parce que Urgal a été décoré du titre de chevalier des arts et des lettres, peintre des armées. Eh, on est au Moyen-Âge ou quoi? Et pourquoi il a été décoré? Tout simplement parce qu'il a été fidèle au Parti Socialiste localement. C'est peu, C'est peu pour avoir la Légion d'honneur. Bref, la mafia est au top, et encore, je vous ai pas parlé de Jean-Michel Bailey. Et vous voulez savoir le pire dans tout ça? C'est que tous ces arrêtés, toutes ces magouilles, au Moyen-Âge, quand tu voulais interdire un chemin, il fallait mettre des gardes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a remplacé les gardes? Des polycopiers. Des polycopiers de PD, con. Des polycopiers. À une époque, il fallait que les mecs qui sont entraînés, ils aient des gourdins, des casques. C'était ça la justice. Aujourd'hui, c'est des polycopiés avec des plans qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas envie de lire. C'est écrit en petit, con. Est-ce que c'est hétérosexuel, ça? Est-ce que c'est un gonze qui méritait de passer les 6 mois dans le ventre de sa mère qui a rédigé un truc pareil? Le blason, là, la République, elle ne le mérite pas. Avant, c'était sur des boucliers. T'allais sur un chemin, les gonzes avaient des boucliers, ils avaient ça sur leurs boucliers. Aujourd'hui, les boucliers, ils ont été remplacés par des articles 1, article 2. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de nous parler d'articles, va sucer un collègue. Si t'as envie de faire un coming out, ne nous fais pas des feuilles avec des articles. Attrape un gonze, baisse-lui la ceinture et pompe-le, con. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se fader des trucs pareils? Qu'est-ce que c'est que ce plan cadastral? On n'y comprend rien. Il y a Josiane, elle a fait des trucs au stylo. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Est-ce qu'on est en France ou est-ce qu'on est en République? C'est de la merde. Je vais l'exploser, ton panneau, t'as compris? Voilà. La République, elle se le mettre dans l'oignon, ça. D'accord? Moi, je respecte qu'une justice, c'était celle de cette époque-là. Des gros blasons, avec des croix occitanes, des trucs en blé, des grosses fleurs de lys. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Préfecture de... que du champ lexical de Tarlouse. C'est infernal, en fait. C'est infernal. On comprend rien. Do you speak English? Voilà. C'est pareil que ça parle anglais. Exactement. Voilà, c'est de la merde. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme c'est de la merde, on va le mettre au sol. En fait, voilà. Et on va proclamer que l'Occitanie, elle est libre et qu'il n'y a aucun anglais qui nous empêche de passer où on veut. Sinon, on le casse en deux. Et ce déviation, qu'est-ce qu'il veut dire? La seule chose qui a dévié, c'est ta sexualité, con. Qu'est-ce que c'est que ce panneau, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on a battu les Anglais? On leur a fait un siècle de guerre pour se retrouver avec des déviations et personne pour la faire respecter. Mais est-ce que tu crois qu'on va se dévier autant que toi, espèce de déviant? Qu'est-ce qui leur arrivait aux déviants au Moyen-Âge? Je vais te dire. Ok, Google, qu'est-ce qu'on leur fait aux déviants au Moyen-Âge? Bûcher, écartèlement, pendaison, décapitation, catapultage. Voilà, on les exécute les déviants. Alors ton panneau déviation, là, la République, c'est pareil que l'autre panneau là qui a été écrit par Josiane, tu vas te le mettre dans le bugne. Pierre, on est sur le chemin alternatif qu'on t'a donné, étant donné que l'autre est bloqué. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'il y a de problématique avec ce chemin? Alors pour essayer d'être synthétique, le problème c'est que quand je suis arrivé, ce chemin faisait 1,50 m de large, c'était un chemin en terre. On m'a expliqué que c'était le communal, le maire m'a proposé de faire des travaux, d'en financer la moitié, je commence à faire les travaux, il m'arrête, on se rend compte que c'est une voie privée, bref. J'y laisse 20 000 € de travaux, l'anglais il a fait plus de 10 000 € de travaux aussi.
Pour qu'aujourd'hui, on ait quoi comme résultat? Maintenant que la mairie l'a acheté à l'anglais pour 1 000 €, on a un chemin dans une qualité dramatique. Le goudron se soulève quand on le touche, on ne voit rien. Enfin, il a mis la moins bonne qualité possible. Un virage à 75 degrés. Et là, en fait, si on se loupe, eh ben, on plonge de 5 mètres dans le vide. Il faut savoir que ça m'est arrivé il y a maintenant 3 ans, sauf que n'étant pas procédurier, j'ai pas pensé à faire le nécessaire. Et c'est ce qui fait que mon 4x4 est maintenant un pick-up. Est-ce que les poids lourds peuvent passer ici? Les poids lourds refusent de descendre. D'accord. Parce que le chemin glisse, parce que si on regarde, il y a des tas de 10 cm d'épaisseur de gravillon, parce que c'est plus de 30% de pente, le virage en angle droit, les arbres, là qu'on voit pas forcément, mais derrière il y a des arbres qui devraient être coupés, qui sont sur la route, comme tu peux le voir. Qui empêchent, d'accord. Les camions, ils passent là, ils s'accrochent avec ça, donc ils ne veulent pas descendre. Ouais. Donc c'est une merde sans nom. Et sachant qu'il y a plus de 600 mètres jusqu'à ta propriété, là c'est... Quand on te décharge du matériel, tu es obligé de venir le chercher avec le 4x4. On me le décharge là-haut. Et c'est mon voisin avec qui j'ai d'excellents rapports, celui qui me fournit tout l'aliment pour les animaux, qui avec son tracteur essaye bon an mal an, avant par l'autre chemin, de descendre. Parce que celui-là, si tu mets une tonne de briques ou de ce que tu veux à l'avant du tracteur, il glisse. Avec la pente, tu glisses, c'est dangereux, quoi. Ouais, d'accord. Là, tu dérapes même en tracteur. Alors, tu as mentionné quelque chose qui peut peut-être éveiller la curiosité. Comment ça se fait que l'anglais, il a investi de l'argent dans ce chemin? Eh bien, l'anglais a essayé de le rendre un peu plus carrossable encore que les travaux que j'avais faits, pour le vendre 1 000 € au maire, parce qu'en fait, ils ont essayé, ces petits coquins, de faire des ventes croisées, ce qui était illégal. Et donc, en fait, je leur ai fait casser 3 tentatives de vente. Le maire en est à son 3e notaire, à son 2e avocat aussi. Et j'ai même une lettre que j'espère que Jordi vous montrera, ou dont il vous parlera, d'un des 3 notaires qui m'a envoyé la copie du courrier qu'il a envoyé au maire pour lui dire qu'il ne voulait plus travailler avec lui parce qu'il ne comprenait pas ses méthodes. On n'est quand même pas sur quelque chose d'anodin. D'accord, ok. Écoute, merci beaucoup. Voilà pour les 2 chemins, vous avez vu. Maintenant, on va quand même, ça c'est important aussi, on va aller voir en fait à quoi consiste ton travail et à quel point c'est important pour toi d'avoir un développement parce qu'en plus ça marche ce que tu fais, c'est un super projet. Donc là, on va aller du côté de la ferme, je vais me changer. Et on va faire le tour, on va aller donner à manger aux cochons, tu vas nous présenter la ferme. Allez, c'est parti. Regarde ce virage de merde. Donc ici, on est dans mon hangar où je produis l'aliment de mes animaux. Donc il faut savoir que c'est des céréales produites en bio autour de mes bois. En fait, mon voisin a une centaine d'hectares autour de la forêt, où il produit donc orge, triticale, blé, févrole, maïs, dont on fait un mélange qu'on stocke dans mon silo. Ensuite, je bascule la céréale dans le moulin, je fais ma farine, je remplis les seaux avec, et derrière, je nourris mes animaux avec ça. Donc je vais te montrer. Ah putain, mais c'est pas branché, je suis con. Moi. Et donc là, voilà le produit fini. La céréale que je donne aux cochons, transformée en farine. Voilà, donc vous avez pu suivre un peu une journée, on va dire c'est une journée classique pour toi. Voilà, vous avez suivi Pierre, vous avez vu en quoi consiste une partie de son travail, parce qu'après il y a d'autres choses beaucoup plus techniques. C'est quoi les conséquences sur ta vie personnelle? Là je ne parle pas forcément du travail. C'est quoi les conséquences sur ta vie personnelle de tous ces soucis qu'on te fait? Par exemple, ma copine qui est partie parce qu'elle supportait pas de rester toute seule quand j'étais pas là, de peur en fait qu'il y ait des représailles, et le climat de conflit avec la mairie qu'elle supportait pas, alors que tout allait très bien, mais ça c'était invivable pour elle. Et vu que je refusais d'abandonner et de partir, elle a préféré partir. Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Là, un peu plus de 6 mois. Ouais. Et vraiment toi, ce qui ressort, quand on discute même en privé, c'est que vraiment c'est une question d'honneur pour toi. Tu m'avais expliqué qu'un jour, tu as croisé le Lord, et il t'a dit un truc qui t'a énormément marqué, et tu as senti que là, il y avait un vrai défi du point de vue de votre classe et de votre place dans la société. Tout à fait. En fait, quand j'ai fait enlever son portail, je l'ai croisé, il était fou furieux quand le jugement est tombé. Et en fait, il m'a dit que de toute façon, j'étais qu'un paysan, que je ne savais pas qui il était et que j'étais pas au bout de mes surprises.
Et effectivement, en fait, à chaque victoire en justice, il m'est arrivé des sales coups en série. C'est-à-dire qu'on m'a volé 2 fois des animaux. Donc on n'a attrapé personne, mais le modus operandi est simple, hein, une 22, un silencieux. T'as vu quand il mange, là tu pourrais abattre tout le cheptel que personne ne bougerait. Mon histoire, ça ressemble à un défi qui est jeté, c'est-à-dire que lui, il te dit « moi je lâcherai pas », alors qu'il n'est pas chez lui, le mec est très gonflé. Et toi, à partir de là, j'ai l'impression, hein, parce que c'est ce qui est ressorti de nos discussions quand on se parlait en privé, tu me disais c'est ce moment-là où j'ai basculé, quoi. Alors, m'en voilà assez vite, parce que l'affaire de notre Pierrot, c'est un peu l'exemple de ce qui va pas dans le monde paysan. Je m'explique. En 30 ans, le nombre d'exploitations a chuté radicalement. En 10 ans, on est passé de près de 500 000 exploitations à 389 000. Ce métier, qui était à l'origine une tradition familiale et collective, est désormais occupé par une majorité d'hommes seuls. Métier qui est physique, dur, qui est éreintant, le milieu paysan est aussi le secteur où l'on se suicide le plus. En cause, le surendettement, l'isolation et le manque de reconnaissance des pouvoirs publics. Selon l'INSEE, un paysan travaille en moyenne 55 heures par semaine contre 37 heures pour l'ensemble des emplois en France. En 40 ans, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 et quand on interroge les concernés, on se rend vite compte de l'impact monstrueux qu'a eu la politique agricole commune sur ce qu'on appelle le malaise paysan. La PAC, c'est un système assez complexe de redistribution et de subventions européennes, sauf qu'une enquête du New York Times a révélé que cette PAC avait créé un système, je cite l'article, de corruption opaque miné par une série de conflits d'intérêts. Alors, me diriez-vous, les paysans ont toujours eu une existence difficile dans l'histoire de France. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, pour paraphraser Robert Fossier dans son livre « Histoire économique et sociale du Moyen-Âge occidental », le monde paysan est un peu une boussole du climat social en France. Finalement, les paysans français, depuis les jacqueries féodales jusqu'aux révoltes modernes, vont indiquer l'état mental et économique de l'ensemble du royaume de France. Le rôle des paysans est essentiel dans la construction de l'indépendance de notre pays et la France féodale va être très attentive à la production de blé français. C'est ce qui va lui permettre de ne pas dépendre des récoltes européennes, voire des pays ennemis. Plus récemment, la disparition progressive de l'agriculture française au profit des grandes firmes étrangères va entraîner un rapport de soumission de la France aux pays agricoles comme la Russie ou plus récemment l'Ukraine. Quantitativement, la France produit moins, mais qualitativement, la France produit moins bien. Pierre nous a expliqué qu'il lui tenait à cœur de produire en quelque sorte bio. Mais en face, les grandes firmes concurrentes, subventionnées récemment par l'Union européenne, sont bien moins regardantes sur la qualité des produits. On observe donc une concurrence déloyale des paysans français au profit, encore une fois, des gros producteurs agricoles. C'est ce moment-là où j'ai basculé. De toute façon, il y a eu 2 moments de bascule. Il y a eu celui-là et il y a eu la période où ils m'ont fait couper l'électricité. Donc j'avais un compteur de chantier, toutes les factures étaient payées, tout ça. Ouais. Et quand tu as un compteur de chantier, à la demande de la mairie, on te le dépose dans la journée, sans préavis, sans rien du tout. On m'a déposé donc l'électricité sans me prévenir. Et de là, le maire s'est opposé à ce qu'on me remette l'électricité. Ça a été une bataille, en plus on me l'a coupé pour l'anecdote 1 semaine avant la trêve hivernale. Ouais. Et ça a été une bataille de 6 mois jusqu'à ce que le préfet ordonne qu'on me remette l'électricité. Donc tu te lavais à l'eau froide là-haut Plus d'électricité, plus rien, dans un mobil-home, dans les bois, c'était pas tout à fait mon projet de vie. Ouais. Mais résister à ça et se prendre les menaces de l'autre que parce que je suis qu'un paysan, il va gagner, non. Moi je crèverai ici, quoi qu'il arrive. Il peut continuer à m'envoyer des mecs armés, il peut me faire des procès, il peut... On ira jusqu'où on ira, mais moi je m'arrêterai jamais. Avant de commencer cette interview, laissez-moi vous présenter le contexte. L'homme que vous vous apprêtez à entendre a été payé pour tabasser, voire tuer Pierre le paysan, l'ami d'Hugo. On a dû couper au montage des passages parce qu'il nous avouera qu'il risque une condamnation et de gros ennuis si nous diffusons l'intégralité du passage. On rappelle que les mafieux étaient 2, mais que la police n'en a trouvé qu'un et c'est celui que vous allez entendre. Donc ce Thierry Lopez a été payé littéralement pour tabasser, voire tuer Pierre Mercadal. Et dans les dépositions du mafieux local, Jacques Douziac, ce Jacques reconnaît tout simplement avoir payé un gros bras pour tabasser Pierre. Ça se passe le 29 mai 2020 où le groupe va débarquer chez Pierre à 2. Il le menace et se retourne finalement contre les commanditaires de cette expédition punitive, ce qui explique l'interview qu'il ose faire pour notre documentaire.
D'autant plus que cette infraction, ce genre d'infraction est normalement condamné à 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende. Et les mafieux vont avoir seulement 650 € d'amende. Donc, une tentative d'intimidation avec arme à feu, en France, c'est 650 € d'amende. J'aurais vraiment dû avoir des amis mafieux, moi. Hein. Bonjour Titi, écoute, merci beaucoup d'accepter de participer à ce petit reportage. C'est très courageux de le faire à visage découvert, mais t'es quelqu'un qui n'a pas honte de ses actes, t'as ton propre code d'honneur. Je vais te poser quelques questions, si t'as envie de répondre, tu le fais. S'il y a des choses qui peuvent te mettre en difficulté du point de vue juridique ou du point de vue personnel, tu zappes. Vraiment, je veux que tu répondes à l'aise, et ce à quoi tu n'as pas envie de répondre, tu n'y réponds pas. Est-ce que tu peux juste, rapidement, nous parler un petit peu de ton parcours, dans les grandes lignes? Merci Hugo de m'interviewer pour cette affaire. Alors déjà, bien sûr, je ne recule devant rien. Tout ce que je fais et ce que je dis à visage découvert, c'est parce que je le veux bien. Je viens du 93, j'ai vécu toute ma jeunesse là-bas. Après, j'ai continué dans les caravanes, ce qui a impliqué une vie un peu différente des personnes lambda. Maintenant, si tu veux, j'ai vécu un petit peu à droite à gauche, j'ai fait beaucoup de pays. J'étais au Liban, la Syrie, l'Irak, dans des affaires, l'Albanie, le Monténégro, la Croatie, j'en ai fait le Kosovo. Oh. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà comment ça s'est passé? Alors voilà, par différentes personnes intervenantes, on est venu me trouver pour trouver une personne qui faisait du mal à une vieille dame qui était sous chimio, qui était stressée par cette personne qui lui pourrissait la vie. En fait, on t'a expliqué qu'il fallait que tu ailles voir un mec qui pourrissait la vie d'une dame qui avait une chimio, c'est ça? Tout à fait. Et dans ces mots, c'est expéditif pour moi. Tu vois, je veux dire, quand on me dit des choses comme ça me prend à cœur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais trouver cette personne. On me demande des choses, de faire du mal, de faire du bien, mais là, c'était pas du bien. Et je trouvais ça honorable. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais voir la situation sur place avant quoi que ce soit. Alors ça, c'est quelque chose qui ressort dans les PV de gendarmerie, dans les dépositions de gendarmerie. Tu te rends donc avec un acolyte. Donc le PV mentionne que l'un de vous deux est armé et vous allez trouver cette personne pour mettre fin à ce harcèlement dont on t'a parlé. Et là, tu rencontres un paysan, éleveur de cochons, tu trouves un décalage, c'est ça? Voilà, tout à fait. Quand j'arrive sur place, je veux savoir ce qui se passe. Je veux avoir les tenants, les aboutissants. Après, rien ne m'arrête, tant que c'est honorable. Je vais voir cette personne, et là, je lui expose ce qu'on m'a dit. Et là, je vois qu'il y a un décalage complet avec la réalité. Et là, je vois qu'en fait, des gens avec de l'argent sont là pour payer, pour se débarrasser de quelqu'un qui en fait est quelqu'un de très bien. Alors, la situation a fait, j'ai fait venir les gens qui m'avaient payé, et là je me rends compte qu'en fait, on essaye d'abuser de cette personne, qui en fait il harcelait personne. On voulait le faire dégager, c'est tout ce qu'on voulait. Là, il n'y avait pas d'honneur. Là, on voulait lui faire du mal. Et par contre, le commanditaire, que lui vient armé dans sa voiture, et je dis pourquoi tu prends une arme? Un 357 Magnum, j'ai fait, qu'est-ce que tu prends une arme? Donc tu te rends compte qu'en fait, alors je rappelle que juridiquement tu es obligé de te couvrir et que tu peux pas utiliser tous les termes qu'il faudrait utiliser, tu es obligé d'agir avec précaution. Au moment où tu viens confronter ce paysan et que tu te rends compte que c'est un honnête travailleur qui a une exploitation agricole, quand tu te retournes vers les commanditaires, ils te disent quoi eux par rapport à ça? Puisqu'ils t'avaient envoyé en fait faire une certaine chose, tu reviens, tu n'as pas fait cette chose. Comment ils le reçoivent ça? Ce que j'ai fait, écoute-moi, j'ai téléphoné au commanditaire. Il était dans sa voiture plus loin. J'ai fait venir son frère qui travaillait pour le lord anglais, justement, où il y avait le problème, et je les ai tous confrontés. Parce que je voulais savoir, on ne me fait pas venir comme ça pour une cause qui n'est pas noble. Je les confonds tous, et là, je vois qu'en fait, ça vient pas d'eux, ça vient de beaucoup plus haut, et que ce qu'on me propose comme argent, ça va très loin. Et j'aime bien comprendre les choses. Si tu avais pris de l'argent, combien tu aurais pris pour quelque chose de ce type? Alors, pour une situation comme celle-là, qui était bien compliquée, et à savoir que derrière, il y avait beaucoup d'argent, à se déplacer pour aller voir quelqu'un comme ça, et c'était au moins 40 000 €, tu vois. Donc tu venais d'abord prendre la température,
Et dans le cas où la température aurait été très très chaude, les sommes envisagées, c'est autour de 40 000 euros, c'est ça? Oh oui, 40, ça dépend après ce qui se passe, tu vois, mais bon, 40 000, ça va. Est-ce que dans les affaires que tu as déjà eu à traiter ou au contact de gens dans le même milieu que toi qui ont eu des affaires à traiter, est-ce que tu as vu des sommes transiter plus grandes encore que ça? Oui, j'ai vu plein de choses beaucoup plus chères, mais dans des situations différentes. Est-ce que toi, ça te choque d'avoir un type de travail en Syrie, dans les Balkans, en Irak, et d'avoir le même type d'affaires en France? Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te choque, ça? Quand tu as de l'argent, tu te salis pas les mains. Tu as toujours des commanditaires pour faire ce que tu as à faire. Et toi, tu as toujours les mains propres. Et tu fais faire les choses aux autres. Mais si jamais ça avait mal tourné, tu aurais envisagé des choses, t'aurais envisagé de monter dans des choses plus graves? Alors, évidemment, écoute, si ça tourne mal, on peut pas rester, je veux dire, c'est triste à dire, on peut pas rester sur un échec. Même si devant toi, tu as des forces plus au-dessus de toi, on reste pas sur un échec. Et si tu as confirmation que le dossier, il est comme on te l'avait présenté, là potentiellement, je dis bien potentiellement, tu aurais pu passer à des choses plus sérieuses? On aurait pu, bien sûr qu'on aurait pu. Mais ça a un nom, tu sais, dans le monde, ça s'appelle des diplomates. Mais les diplomates, derrière, il y a toujours une puissance de feu. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la discussion, il peut y avoir de temps en temps des actions plus directes que la discussion, quoi. Ça c'est une réalité de ton métier, c'est un truc que tu vis souvent? Ça arrive souvent. Merci beaucoup, merci pour ton intervention. Je tiens encore une fois à souligner que tu as beaucoup insisté pour faire valoir le fait que toi, tu es un professionnel qui a un vrai code d'honneur, où tu places la justice et non pas la loi. La justice vraiment de manière très importante dans ce que tu fais. Donc vraiment, je te remercie. Je suis content que mon pote soit tombé sur toi parce qu'effectivement, c'est une situation qui aurait pu dégénérer. Donc je te remercie, merci beaucoup d'avoir accepté de te faire interviewer. Merci Hugo, écoute, j'espère que ça va aider Pierre à aller au bout de ce qu'il a entrepris. À ce moment-là, quand on vient dans ta propriété, te menacer, des hommes armés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout bascule? Comment tu gères le truc? Sur le moment, sans être non plus un héros, je me suis énervé. Bon, eux, ils se sont pas démontés non plus, mais sur le moment, tu ressens de la peur, comme tout le monde. Après, la question... D'ailleurs, ce qu'on m'a dit au tribunal quand cette affaire a été jugée, ils m'ont dit « mais vous avez pas eu peur ?» J'ai dit « pardon, je vais rien t'apprendre, c'est comme quand tu mets les gants sur un ring ou quoi, la peur, tu la ressens. Ouais. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais de ta peur? Est-ce qu'elle te galvanise ou est-ce qu'elle te paralyse? Exactement. Et moi, ça m'a galvanisé, et puis après, en fait, la tension a duré juste quelques minutes, et puis après, ils ont cherché à comprendre, puis là, tout s'est enchaîné, et à la fin, comme ils le marquent même dans les dépositions, ils étaient à deux doigts de taper les commanditaires. Il y a vraiment quelque chose qui est important à dire, c'est que Titi, au départ, il devait toucher, donc c'est les sommes dont il a parlé, c'est 40-50 000 euros, je me souviens plus très bien. Donc ça veut dire, pour 40-50 000 euros, c'est pas aller taper quelqu'un. 40-50 000 euros, c'est un tarif pour aller le neutraliser, voilà, au sens authentique et premier du terme, c'est-à-dire vraiment te tuer en fait. Il y a des gens qui étaient prêts à payer pour te tuer. Je pense, et ce qui m'a sauvé aussi, outre de ne pas m'être laissé faire, parce que s'ils avaient voulu me neutraliser, je pense qu'ils m'ont neutralisé sans problème, ils étaient outillés. Ce qui m'a sauvé en fait, c'est qu'on était 4. Ouais. Parce qu'ils sont arrivés, il y avait mon maçon, son salarié et mon neveu qui avait 15 ans, donc lui je te dis pas comment ça l'a marqué l'histoire, et qui était là derrière. Et bon, on est quand même pas en Birmanie si tu veux, si tu tues 4 Français de 4 familles différentes, ouais, c'est compliqué. Derrière il faut changer de pays quoi. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché que tu as dit. Tu disais que aussi une de tes principales préoccupations c'était ta chienne, Napoli, qui est malade, c'est ça? Ouais. Ouais, elle a l'équivalent de la maladie de Charcot, mais pour les chiens. Ouais. Donc c'est une dégénérescence nerveuse, et donc de temps en temps elle tombe, elle se paralyse, et ça va aller crescendo, quoi. Comme pour les hommes, il n'y a rien à faire. Parce que tu vois, ça c'est un détail, ça peut paraître être un détail, mais ça m'a vachement touché parce que tu vois, moi je me dis mon chien, j'aurais des trucs comme ça à gérer, et mon chien à côté qui va mal, je pense qu'au bout d'un moment je fais du sale en fait, je deviens fou. Soit je me fais du sale à moi, mais je deviens fou en fait. Je crois que moi ce qui m'empêche de me faire du sale à moi, parce que je dis pas que l'idée je l'ai jamais eue, c'est d'être catholique. Chez nous c'est interdit. Mais je te cache pas que finir en fait divers, j'y ai pensé plus d'une fois. Puis bon, il y a quelque chose qu'on peut peut-être dire aussi. Bon, on se parle tous les deux et tu sais que, que là, ça devient hyper compliqué. Ouais. Et que si je dois couler, je coulerai pas tout seul. Bon, écoute Pierre, merci beaucoup pour ton témoignage. Je suis vraiment heureux que mon public et peut-être d'autres Français qui seront curieux puissent voir
Le travail d'un paysan qui fait du bio, qui travaille à l'ancienne. C'est important aussi de parler du monde agricole. On est dans un milieu qui est souvent, je parle politiquement, mon milieu qui est souvent tourné vers des questions systématiquement où on s'indigne pour un oui, pour un non. Et en fait, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans la promotion. Je rappelle que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Et en fait, un bon moyen d'être actif, un bon moyen d'être patriote, c'est aussi dans ce que vous consommez, la vie que vous avez. Toi, tu es quelqu'un, ton mode de vie est en accord avec tes principes. Tu es quelqu'un qui est proche des traditions, tu vis dans la nature, tu vis de manière traditionnelle, tu es chasseur. Ça, c'est quand même important de le dire. C'est beaucoup plus que taper des choses sur Internet, faire des vidéos. C'est beaucoup plus des gens comme toi qui font vivre la France. Tu vois, moi, je suis un lanceur d'alerte, je suis un passeur d'idées. Mais ce qui fait la France, le pays réel, c'est toi. Tu vois, c'est les artisans, c'est les militaires, c'est toi. Et c'est pour ça que c'était très intéressant aussi, entre tous les autres sujets. Tu vois, il y a l'Ukraine, il y a plein de choses, c'est vrai. Mais les paysans, c'est un sujet majeur et je trouve qu'on ne le traite pas assez, y compris à droite. Donc je te remercie vraiment d'avoir accepté de témoigner et d'avoir participé à cette vidéo. Je voudrais rajouter un dernier point qui est vraiment important pour moi parce que ça a changé vraiment beaucoup de choses, il faut quand même le dire. Tu as parlé des militaires. Les gendarmes en fait. Parce que des plaintes, il y en a eu contre moi, du maire, des Anglais, des dizaines, des procès, tout ce que tu veux. Ils ont essayé de me faire passer pour tout et n'importe quoi sans succès. Et sincèrement, les gendarmes de Valence d'Agen, qu'ils soient partis, qu'ils soient là, qu'ils viennent d'arriver, tous ont été incroyables. Ouais, les gendarmes souvent... C'est-à-dire qu'ils ont eu des couilles. C'est-à-dire que quand on les a menacés en direct devant moi d'appeler Jean-Michel Baillet, la réponse c'est je m'en branle, je fais mon travail. Ouais. La loi. Et les mecs ont été hyper droits. Je tiens à le dire, c'est pas pour... mais je tiens à dire que s'ils n'avaient pas été aussi humains et aussi honnêtes, je serais plus là en fait. Un gros bonjour et un gros merci à la gendarmerie. C'est pareil dans mon coin, moi les gendarmes, j'ai de très bons rapports avec eux. C'est souvent des gens qui sont arrangeants et qui sont eux-mêmes souvent des ruraux. Tu as évoqué la personne de Jean-Michel Baillet. C'est un personnage clé dans cette histoire. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? En quoi il est mêlé à cette histoire? Jean-Michel Baillet, il est mêlé à cette histoire parce que déjà c'est le baron de l'Occitanie. C'est quelqu'un de très puissant. Il a tous les médias d'Occitanie quasiment. Attends, juste pour qu'on le resitue, c'est quelqu'un qui possède effectivement beaucoup de médias. Et Dieu sait que quand on possède l'information, on lui fait dire ce qu'on veut. Et c'est quelqu'un de très très puissant qui a des salles des fêtes, qui s'appelle Jean-Michel Baillet dans tous les sens. Qui est quelqu'un aussi dont beaucoup de gens dépendent. Et qui lui sont donc inféodeux et ont peur. Voilà. Beaucoup de gens ont peur de lui parce qu'il a beaucoup de casseroles. Un comportement dont j'espère que Jordi parlera absolument scandaleux avec les femmes, notamment l'affaire Bergon, condamné pour abus et recel de biens sociaux. Et c'est ce mec qui a une histoire de pédophilie classée sans suite parce que prescription. L'affaire Bergeron, où les médias ont sorti le fait qu'il lui avait fait un gros chèque pour qu'elle retire la plainte et qu'elle ferme sa gueule. D'accord. Et la condamnation pour abus et recel de biens sociaux, qui quand moi, à la mairie, je m'assois sur une chaise en disant que j'ai mal à la jambe quand le maire veut sortir, juste parce que je veux qu'il me signe un putain d'accusé de réception. Ce mec dans la presse demande des sanctions exemplaires contre moi. Alors qu'il a un pédigré... Ouais, il ne devrait pas la ramener. Voilà, vraiment. Quand tu es accusé de pédophilie, d'agression et condamné pour abus et recel de biens sociaux, tu donnes pas des leçons aux gens qui s'assoient sur des chaises. T'es gentil, tu fermes ta gueule. C'est pas parce que tu as été ministre que... Jordi, si tu peux nous faire un petit résumé, ça peut être intéressant pour nos spectateurs. Creuse aussi l'aspect collaboration, parce que fameuse famille d'amis de la collaboration, les Baillet. Oula. On salue l'ami Bousquet. Ça tire de partout. On salue les collabos. Alors, ce Jean-Michel, dans le milieu des enculés, on l'appelle monsieur. C'est littéralement le baron de l'Occitanie. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un magnat et non un magnet, quoique beaucoup pourraient le coller sur un frigo. Ça veut rien dire. Il possède plusieurs groupes de presse, comme tout mafieux qui se respecte, dont la Dépêche du Midi, Midi Libre, Midi Olympique. Faut pas chercher midi à 14h chez lui. Super van, merci à toi. Sa famille a tenu le conseil départemental pendant plus de 50 ans d'ailleurs, très important. Si on remonte un peu, on se rend compte que sa famille est très proche d'un certain René Bousquet. Alors, dans la hiérarchie des fils de pute, on va avoir Ben Laden, Hitler, ma prof d'histoire, et juste au-dessus, René Bousquet, qui n'est autre que le plus grand collaborateur de l'Allemagne nazie que la France ait pu porter, quoi. Jean-Michel Baillet est aussi un franc-maçon de la première heure, député, maire des Patelins et ministre. Et là, vous allez me dire, avec ce background du diable, pas impossible qu'il soit mouillé dans des affaires. Et en effet, quand on se penche un peu, on tombe sur de très gros dossiers bien sales. En 2013, par exemple,
il est accusé de corruption pour avoir confié la réalisation d'un magazine à une entreprise dont son épouse et son fils sont actionnaires. En 2002, alors qu'il est député du Tarn-et-Garonne, une plainte est déposée par sa collaboratrice Bernadette Bergon pour coups et blessures volontaires. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse donc à Jean-Michel Bellay, ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales. Le Président de la République a dit vouloir un gouvernement exemplaire et que, je cite, « la lutte contre les violences faites aux femmes est une exigence ». Et pourtant, le 11 février 2002, Monsieur le ministre, vous étiez encore sénateur du Tarn-et-Garonne quand votre collaboratrice parlementaire a porté plainte contre vous à la gendarmerie de Toulouse. Voici ce qu'elle a déclaré. Elle était à votre domicile lorsque vous l'avez frappée au visage à plusieurs reprises, Monsieur le ministre. Vous avez enfermé votre collaboratrice chez vous et vous l'avez contrainte sous la menace de nouveaux coups à rédiger une lettre de démission. Évidemment, la justice classera l'affaire sans suite, et ça, c'est même BuzzFeed qui le raconte. Je vous mets l'article en description. Bernadette Bergon s'est fait tabasser et a été contrainte de démissionner. Le 9 juin 2020, le parquet de Paris ouvre une enquête pour agression sexuelle et pédophilie sur une plaignante qui accuse Jean-Michel Bellay de l'avoir violée alors qu'elle avait entre 12 et 14 ans, et ce, pendant 2 ans. 2 ans, c'est long. Et enfin, en 2003, il est condamné à 6 mois de prison et 30 000 € d'amende pour sa gestion de la Dépêche du Midi. Il est coupable de recel de biens sociaux, faux et usage de faux. Enfin bref, le mec est un déconneur. Alors évidemment, quand t'as ce genre de casserole, vaut mieux que tu t'appelles Tefal, c'est une blague. Vaut mieux que tu connaisses du monde. Et bah ça tombe bien, son ex-femme est en couple avec un certain Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Et plus récemment, son mausolée, donc c'est une salle des fêtes à son nom. Ouais, le mec, il a une salle des fêtes à son nom. Bah, cette salle des fêtes qui a coûté 1 million d'euros aux contribuables a, comme par hasard, touché une subvention spéciale d'un certain Bernard Cazeneuve. Et dans la région, Bellay fait la pluie et le beau temps. Il finance des monuments et des salles des fêtes à son nom ou à celui de ses parents. Il touche des subventions monstrueuses sur des espaces Jean-Michel Bellay qu'il a lui-même fait construire. Enfin bref, tout ça ne sent pas bon, ça sent clairement la pétromonarchie angolaise. Vous l'avez compris, ce petit reportage à Montjoie touche à sa fin. Je tiens à vous spécifier que ce tournage n'a pas été sponsorisé parce que je voulais le financer. L'objet de ce reportage, c'est de vous faire un appel aux dons pour aider Pierre à mener sa bataille juridique. Il a perdu beaucoup d'argent parce qu'en fait, face à lui, il y a un mur d'avocats et c'est comme ça qu'on l'empêche de se faire justice, en essayant de le ruiner en procédure. Vous l'avez compris, il ne lâchera pas. Pour l'aider dans ce combat, il a monté cette cagnotte. Elle est en description. Je vous fais une demande, c'est de participer à cette cagnotte. Je montre l'exemple en finançant, sans sponsor ni rien, en finançant avec mes propres deniers, ce reportage, avec un preneur son, un caméraman, un monteur, plus les allers-retours depuis Toulouse. Si je vous demande de donner, je veux être capable aussi de me l'appliquer à moi-même. J'ai donné à la hauteur de mon amitié, donné à la hauteur de l'attachement que vous avez pour les principes qui ont été défendus et que représente mon ami. La paysannerie française, le savoir-faire français, ce pays réel que la France méprise. Là, il est face à un maire corrompu, à un lord tout-puissant. La seule chose qui peut le sauver, c'est notre entraide, notre solidarité de Français. On dit souvent qu'on n'est pas solidaire, on n'est pas assez solidaire entre Français, qu'on est isolé. Là, vous avez le moyen de faire du militantisme concret. Je ne vous demande pas de déplacer des montagnes. Ce que je demande, c'est de donner à hauteur de ses moyens 1 €, 2 €, 5 €, 20 € et plus pour ceux qui peuvent se le permettre. L'idée, c'est de tenir tête à cet Anglais. Cet Anglais et ce maire ont jeté un gant au visage de la paysannerie française. Nous avons ramassé ce gant et nous voulons leur montrer que nous savons faire bloc. En participant à cette cagnotte, vous aidez Pierre à faire bloc. Bien sûr, en échange des dons, il y aura une contrepartie. L'idée, c'est que les donateurs pourront se retrouver à Montjoie, dans la petite ferme de Pierre, pour déguster un de ces cochons à la broche. Bien entendu, je serai présent pour remercier les donateurs. Donc, allez-y, contribuez à votre hauteur, ce que vous pouvez, peu importe, il n'y a pas de petite somme. Tout ce que vous donnerez va aider à tenir tête à toute cette corruption républicaine, à tout ce favoritisme. Et puis, outre ça, il y a l'aspect historique. Montjoie est une bastide de la guerre de 100 ans, je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo. C'est hors de question,
après qu'autant de chevaliers français soient morts pour la défendre, qu'un lord anglais vienne faire sa loi. Nous ne laisserons pas un lord anglais enjamber la paysannerie, nous ne laisserons pas la République enjamber et mépriser la paysannerie. Nous, le pays réel, allons faire bloc et nous allons relever ce défi. Je vous le demande encore une fois, participez, faites que cette cagnotte soit un succès, démontrez à la République que ces petites magouilles ont une limite, que nous les avons vues, que nous les avons pris dans le sac et que nous acceptons leurs défis et que nous les défions à notre tour. Plus la cagnotte sera grosse, bien entendu, plus vous pourrez aider Pierre, non seulement en fait pour sa bataille juridique, mais aussi pour développer son exploitation agricole. Vous savez que toutes ces poursuites, tous ces procès qu'il a dû faire, ces constats d'huissier, l'ont pratiquement ruiné. Aujourd'hui, l'exploitation est au bord de la faillite. Il faut que tout cet argent qu'il n'a pas pu mettre dans les infrastructures, il puisse le faire désormais avec cette cagnotte. Voilà, c'est la demande que je vous fais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à ceux qui ont rendu possible ce tournage. Et vraiment, je compte sur vous. C'est du militantisme concret. Merci à tous. Est-ce que j'ai fait une présentation de fils de pute géniale ?